Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous parler du génome humain en général. Ce que nous savons et surtout ce que nous ne savons pas à propos de ce génome et de son fonctionnement. Donc ça, c'est le plan de mon exposé. La première partie sera composée d'une introduction pour vous expliquer les bases du fonctionnement d'un génome. Et puis, je vous parlerai du projet Génome humain qui a permis d'aboutir à une séquence de référence du génome de l'homme. Dans la deuxième partie, je vous parlerai plus des éléments qui sont des éléments fonctionnels du génome, comment on les met en évidence et qu'est-ce que ça nous apporte quant à la compréhension du fonctionnement du génome. Et je ferai un petit détour par les séquences répétées du génome et aussi les ARN non codants qui sont des transcrits particuliers du génome. Alors voilà, pour commencer, je suppose que tout le monde sait que le corps humain est composé de cellules, mais je ne savais pas que en fait, ce corps humain est composé de plus ou moins 100 trillions de cellules. Et chaque petite cellule a une fonction spécialisée. Ici sur la gauche, vous avez une coupe de foie et vous pouvez voir les petits hépatocytes qui sont les cellules du foie, et ces cellules sont ultra spécialisées. Elles produisent par exemple toute une série d'enzymes hépatiques qui vont métaboliser toute une série de produits, et notamment les médicaments ou l'alcool, etc. Sur la droite ici, vous avez une coupe d'un épithélium, donc d'un morceau de peau, et vous pouvez voir ici les cellules qui sont les kératinocytes. Ce sont des cellules aussi très spécialisées, et leur spécialisation, c'est qu'elles produisent de la kératine, qui est le revêtement de toute la peau. Alors toutes les cellules spécialisées en fait forment des tissus, et ici je vous ai mis une série de types cellulaires qui vont former des tissus bien particuliers. Les cellules nerveuses qui vont contribuer au cerveau, les cellules musculaires, les cellules des os, les cellules glandulaires comme dans le pancréas par exemple, toute une série de cellules du sang aussi ultra spécialisées, et puis les spermatozoïdes et les ovules qui constituent aussi un type particulier, cellulaire particulier. Chaque organe, en fait, il est formé de plusieurs types tissulaires particuliers. Ici, vous avez une représentation schématique du corps humain, et vous avez à gauche toute une série de tissus avec mis en évidence les tissus qui sont mâles spécifiques, et à droite mis en évidence les tissus qui sont femmes spécifiques. Donc vous voyez ici un petit cartoon qui vous montre l'estomac, et qui vous montre que l'estomac en fait est composé de plusieurs types tissulaires, du tissu musculaire lisse, du tissu conjonctif, du tissu nerveux. Il y a aussi du sang parce que c'est un organe vascularisé, et puis il est recouvert d'un épithélium très particulier qui va lui permettre d'assurer sa fonction. Ici, si on regarde de nouveau à plus gros grossissement, vous avez cet épithélium de l'estomac qui est vraiment ultra particulier et qui est formé en majorité de cellules glandulaires qui vont produire toute une série de substances nécessaires à la fonction de l'estomac. Alors si je vous ai dit que les cellules sont ultra spécialisées, en fait, chaque cellule constitue la brique de tout organisme vivant. Et donc, dans chaque cellule, on retrouve à peu près systématiquement l'ensemble de ces éléments. Et ils sont subdivisés en petites organelles, comme les mitochondries, par exemple. Et ces organelles, elles vont servir à toutes les fonctions de base de la cellule. Elles vont servir à produire de l'énergie, à des fonctions de recyclage, elles vont servir aussi à synthétiser les protéines, etc. Et puis au sein de chaque cellule, vous avez un noyau, et le noyau, c'est l'élément qui contient le matériel génétique de chaque individu et de chaque cellule. Alors le génome humain, comme vous le savez, il est composé de chromosomes, et chez l'homme, on a 23 paires de chromosomes. Les chromosomes sont représentés ici sous forme d'un karyotype, et donc vous voyez que en fait, on peut les numéroter de 1 à 22, du plus grand au plus petit, et vous avez également une paire de chromosomes sexuels, X et Y pour un mâle et XX pour une femelle. Comme je vous le disais, dans le noyau de chaque cellule, en fait, on a
le génome spécifique d'un individu. Et dans chaque cellule, il y a une copie identique de ce génome. Et donc, si on déroule un chromosome, voici ce qu'on observe. Donc, vous avez ici le chromosome représenté dans le noyau, ensuite à plus gros grossissement, et vous voyez qu'en fait, la molécule d'ADN, elle est ultra compactée, et en fait, elle entoure des protéines qu'on appelle les histones, et ces protéines, ces histones, vont aider à la compaction de cet ADN sous forme de chromosome. Si on déroule ce chromosome, on arrive à la structure de base qui est la double hélice de l'ADN. Et donc la double hélice de l'ADN, comme vous le savez, a été découverte par James Watson et Francis Crick en 1953. Et ils l'ont baptisé double hélice parce que, en fait, la structure de cet ADN, cet acide désoxyribonucléique, a une structure de double hélice. Donc vous avez ici 2 rangées de molécules et ces molécules sont pairées 2 à 2. Vous avez 4 bases qui composent l'ADN, A, T, C et G, et chaque base est pairée avec son partenaire. Donc A est pairé avec T, G est pairé avec C, et ainsi de suite. Alors vous avez un dogme central en génétique. Ce dogme, c'est qu'un morceau d'ADN, et plus particulièrement une région qui correspond à un gène, peut être transcrit, c'est-à-dire copié sous forme ce qu'on appelle un ARN messager, et cet ARN messager, il va ensuite être traduit par la machinerie cellulaire et transformé en protéine. La protéine étant la petite brique qui fait fonctionner les différentes cellules. Des protéines très connues, comme je vous ai cité tout à l'heure, sont les enzymes, la kératine par exemple, l'insuline est également une protéine. Et donc ici, vous avez une cellule qui est représentée, vous avez la double hélice d'ADN dans le noyau, cet ADN va s'ouvrir, va être transcrit, un ARN va être produit, va être processé, puis va être exporté dans le cytoplasme de la cellule, donc l'autre domaine de la cellule, et dans ce cytoplasme, vous allez avoir une traduction en protéines. Si on zoome un peu au niveau de la transcription, voilà comment ça se passe. Vous voyez que le double brin d'ADN s'ouvre. Ici en rose, c'est en fait la protéine qui va synthétiser cet ARN messager qui s'appelle la polymérase ARN. Et cette polymérase, elle va aller copier la molécule d'ADN. Et donc elle va ajouter systématiquement la base complémentaire à la base d'ADN qui forme la double hélice. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un code génétique, et ce code génétique, il permet d'expliquer que les 4 lettres qui forment l'ADN vont en fait permettre de transmettre des messages particuliers. Et donc les 4 lettres, le A, le T, le C et le G. Ici, vous avez un U parce que dans l'ARN messager, le T est remplacé par un U, mais il a la même fonction dans la formation des codons. Et donc, vous avez 4 lettres et la succession de chaque triplet de lettres va former ce qu'on appelle des codons. Donc, il y a 64 codons possibles et ces 64 codons, en fait, permettent de coder pour 22 acides aminés. C'est pour ça qu'on dit que le code génétique est dégénéré. C'est parce qu'un triplet spécifique il y a plusieurs triplets qui peuvent donner un même acide aminé. Par exemple, ici vous avez l'acide aminé sérine et il peut être encodé par 4 triplets différents. À partir de ce code génétique et donc de la succession de ces lettres, on va produire des acides aminés qui seront spécifiques de la séquence d'ADN qui est codée par le gène particulier, et la succession de ces acides aminés qui vont former des peptides et puis des protéines va donner des unités fonctionnelles particulières, donc les différentes protéines du génome. Alors voilà comment ça fonctionne. Vous avez ici votre ARN messager. Vous voyez qu'il est formé d'une succession de bases, que ces bases sont les 4 bases qui sont disponibles pour former le code génétique, et chaque triplet
de base va coder pour ce qu'on appelle un codon. Et ce codon va permettre d'ajouter des acides aminés successifs à une chaîne croissante d'acides aminés qui va former un petit peptide. Et puis le petit peptide va devenir progressivement de plus en plus grand et former des protéines. Et tout ça, ça se fait au niveau du cytoplasme par un complexe protéique particulier qui s'appelle le ribosome. Alors voilà, je vous ai montré comment ça fonctionne. Et en fait, dans le génome, l'unité fonctionnelle de base, c'est le gène. Et à quoi correspond un gène? En fait, un gène, il est formé d'exons et d'introns. Les exons sont en fait les parties qui vont être présentes dans l'ARN messager, et les introns sont les séquences qui vont être enlevées au cours du processing de l'ARN messager, et ils vont être éliminés. Donc vous avez ici la structure au niveau de l'ADN. Vous voyez que chaque gène, il a une région promotrice. Ensuite, il a une partie qui ne va pas coder pour des protéines. Et puis, il a un codon de départ, donc qui permet de savoir où commence le début de la séquence protéique. Ce codon de départ est toujours un ATG qui code pour l'acide aminé méthionine. Et puis, ensuite, il a un codon stop qui va dire au ribosome qu'il faut arrêter la traduction de la protéine à cet endroit-là. Donc, à partir de ce gène, on synthétise un ARN. Cet ARN va être processé, donc comme je vous dis, il va être maturé, les introns vont être enlevés et vous allez avoir un ARN messager maturé qui va ensuite être exporté vers le cytoplasme, et au niveau du cytoplasme, il va être traduit en polypeptides qui vont former des protéines fonctionnelles. Alors le génome humain, qu'est-ce qu'on en sait? On sait depuis très longtemps que le génome humain a une taille d'environ 3000 millions de paires de bases. Donc on sait que l'entièreté des lettres, c'est 3000 millions de lettres. Mais ce qu'on ne savait pas pendant très longtemps, c'était quelle information ce génome contenait. Et donc vous voyez ici la même représentation schématique, une cellule, le noyau, un chromosome, la molécule d'ADN, la succession de bases. Et ce qu'on voulait savoir, c'est cette succession de bases, quelle information est-ce qu'elle contient. Et donc tout ça a motivé le lancement d'un énorme projet collaboratif qui s'appelait le projet de séquençage du génome humain. C'est à ce jour le plus grand projet mondial collaboratif, et il a été planifié dès les années 80. Pour des raisons financières et techniques, il a été lancé en 1990 au moyen d'un financement public. Et le financement public, c'était principalement un financement des États-Unis, du National Institute of Health. Ce projet a permis d'obtenir une ébauche de séquences dès 2001, et il a été déclaré complet en 2003 seulement. Et la complétion de ce génome a été mise à l'honneur par la publication et la mise à disposition de la première séquence de référence du génome humain. Alors, en 2001, quand la première ébauche du génome humain est devenue disponible, voici ce qui avait déjà été séquencé, ou en tout cas entamé comme type de séquence de par le monde. Donc vous voyez qu'on avait déjà commencé à séquencer des génomes de bactéries, parce que ce sont des nettement plus petits génomes, et il y avait déjà en 2001 plus de 39 types de bactéries qui avaient été séquencés. La levure également, ensuite le ver, c'est elegans, ici la drosophile, un insecte, et puis des plantes avaient aussi vu leur séquence débuter. Ici, en 2001, donc, comme je vous l'ai dit, le projet a commencé vers 1990, et en 2001, il y avait à peu près 2 chromosomes qui étaient complétés et une série d'autres qui étaient ébauchés.
Alors, vous ne savez pas lire, mais juste c'était juste pour vous montrer l'ensemble des consortiums qui avaient participé à ce séquençage du génome humain. Donc vous aviez un certain nombre de centres aux États-Unis, mais aussi en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne, au Japon. Et donc tous ces consortiums ont collaboré pour aboutir à cette séquence publique. À ce temps-là, c'était vraiment quelque chose de très très long et fastidieux de se dire qu'on allait séquencer 3000 millions de paires de bases. Et donc voilà comment ça s'est passé historiquement pour séquencer cette quantité énorme de bases. Donc vous avez ici de l'ADN génomique. Cet ADN génomique a d'abord été coupé en gros morceaux, des morceaux qui contenaient entre 150 000 et 200 000 bases. Et ces gros morceaux ont été clonés dans des vecteurs particuliers. Ensuite, ces vecteurs particuliers contenant ces molécules d'ADN ont pu être multipliés, et à partir de ça, on avait un ensemble, une librairie de clones qui contenaient des morceaux représentatifs du génome humain. Alors après ça, il a fallu ordonner ces clones pour essayer de reconstituer la séquence complète du génome. Une fois que ça a été fait, chacun des clones, alors, a pu être coupé en plus petits morceaux, et chaque plus petit morceau d'ADN, qui ne contenait plus que quelques centaines de paires de bases à ce moment-là, et ces quelques centaines de paires de bases ont alors été séquencées par des techniques qui étaient les techniques anciennes de séquençage d'ADN, qu'on appelle technique Sanger. Et donc à partir de ça, ce que vous obtenez, c'est vous obtenez environ quelques centaines de bases. À partir de ces quelques centaines de bases, vous devez reconstituer une molécule plus longue pour essayer d'atteindre environ 200 000 paires de bases. Et puis ces 200 000 paires de bases, mises bout à bout et mises en collection organisée, vont finalement former une séquence complète du génome. Alors voilà la première publication du draft de l'ébauche du génome humain en 2001. Donc vous voyez que ça a fait la première page des magazines Nature et Sciences. Et donc pour vous donner quelques chiffres, je vous ai dit que le projet Génome humain est un projet public. Il a été complété en 2003. Donc il a fallu 13 ans depuis le début jusqu'à la fin du projet, donc la publication d'une séquence de référence. Il y a presque 3000 auteurs sur la publication de cette séquence de référence, donc des personnes qui ont participé à la production de cette séquence humaine. Il a coûté, depuis le début jusqu'à la fin, 2,7 billions de dollars. La couverture, ça veut dire la redondance pour chaque lettre de ce génome, était d'environ 8 à 10 fois. Ça veut dire que chaque lettre est couverte par 8 à 10 petites séquences. Il y avait 16 instituts de par le monde qui ont été appliqués et 6 pays. Le deuxième génome qui est donc ici, la séquence de référence, en fait, elle n'appartenait pas à une personne en particulier, mais il y avait plusieurs donneurs donc, qui ont donné des cellules desquelles on a extrait l'ADN pour faire ces librairies de grands morceaux d'ADN. Et donc la séquence de référence était une séquence composite de plusieurs personnes. Légèrement en parallèle, il y a un deuxième génome complet qui a été séquencé, c'est le génome de Craig Venter, qui est un grand homme d'affaires. Et là, c'était un financement totalement privé. Donc il a financé lui-même le séquençage de son propre génome. Donc vous voyez, il a commencé un peu plus tard. Il a fallu aux scientifiques qui ont séquencé son génome à peu près 4 ans pour le compléter. Au lieu de presque 3000, seulement 31 personnes y ont participé. Ça a coûté nettement moins cher et il y a nettement moins d'instituts qui ont participé. Et ici, vous voyez les deux personnes clés de ces deux projets. Francis Collins, qui était le directeur du NIH au temps du projet du génome humain, et Craig Venter, dont le génome a été séquencé.
Et donc ce qui a fait la différence entre ces deux séquençages de génome, en fait, c'est principalement l'évolution des outils technologiques, mais aussi surtout le fait que le projet du génome humain public avait déjà fourni une espèce de trame de référence qui consistait en une organisation de séquences mises bout à bout sur lesquelles les scientifiques travaillant pour Craig Venter ont pu venir coller les bouts de séquence du génome qu'ils ont séquencé. Et ici sur la gauche, vous avez une image de la publication du génome humain en 2003 qui vous montre en fait comment on organise les morceaux d'ADN pour reformer la molécule complète d'ADN. Donc vous avez chaque fois des grands inserts, donc des gros morceaux d'ADN. Ces gros morceaux d'ADN, on peut les digérer avec des enzymes de restriction particuliers qui vont les couper à des endroits précis. Et ensuite, si on fait migrer ces morceaux qui ont été digérés sur un gel qui va séparer ces morceaux en fonction de leur taille, on va pouvoir reconstituer le chevauchement de ces grandes molécules d'ADN et par là même reconstituer une trame de la séquence d'ADN. Le génome suivant qui a été séquencé, c'est le génome de Jim Watson. Jim Watson, le découvreur de la molécule d'ADN. Et donc pour lui, ça a été encore nettement plus vite. Ça a été complété en 2008. Il n'a fallu que 4 mois et demi. Ça a coûté moins d'1,5 million. Et donc, même chose. Pourquoi est-ce que ça a été nettement plus vite? C'est grâce à l'essor de tous les outils technologiques qu'on appelle maintenant séquençage nouvelle génération, qui permettent de paralléliser le séquençage d'ADN. Donc maintenant, ce qu'on fait, on prend l'ADN génomique, on le coupe en petits morceaux. Tous ces tout petits morceaux vont être utilisés pour former des petites librairies et chaque petit morceau individuel est séquencé, mais il y a des millions de petits morceaux individuels qui sont séquencés en même temps. Et puis, une fois qu'on a ces petits bouts de séquence, d'environ 100 à 200 bases, on peut aller recoller les bouts de séquence sur la séquence de référence. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme information sur le génome humain? Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il y avait uniquement à peu près 1% de ces 3000 millions de paires de bases qui codaient pour des protéines. Ces 1% de séquences qui codaient pour des protéines étaient comprises dans environ 20 à 25 000 gènes. Et le nombre de gènes était nettement moins élevé que ce qui avait été estimé préalablement. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que le génome, on peut le subdiviser en différentes fractions. Donc, je viens de vous parler de la fraction codante des gènes qui codent pour des protéines ou certains pour des ARN. Et puis, vous avez la partie qu'on appelle non codante, donc tout ce qui ne code pas pour des protéines, composé principalement de séquences répétées et de séquences régulatrices. Alors on pensait qu'en ayant séquencé l'entièreté du génome humain, on allait avoir toute l'information nécessaire pour savoir comment tout fonctionnait. Mais en fait, on se rend compte que quand on regarde ce qui est connu des fonctions moléculaires des 25 000 gènes, donc on sait assigner à ces gènes toute une série de fonctions pour un certain nombre d'entre eux, mais au moment où la séquence a été publiée, donc en 2001, il y avait encore à peu près 41% des gènes pour lesquels on n'avait pas de fonction connue. Et même si maintenant on a bien progressé, il y a encore une bonne partie des gènes pour lesquels la fonction est inconnue. Donc on connaît leur séquence, on connaît la protéine pour laquelle ils vont coder, mais on ne sait pas à quoi sert cette protéine. Alors ici, je vous mets quelques commentaires qui ont été faits au moment de la complétion du projet du génome humain. Les gens se sont rendus compte que quand on comparait l'homme
au ver, donc ce petit ver qui avait déjà été complètement séquencé, pour lequel la taille du génome était d'environ seulement 100 millions de paires de bases, comparé à la taille du génome humain. On avait à peu près le même nombre de gènes. Donc les gens se sont dit, c'est pas possible que la complexité d'un génome humain par rapport à la complexité d'un corps humain par rapport à la complexité du corps du petit ver qui contient quelques centaines de cellules tout au plus, qui est très peu évolué, où est-ce que la complexité va se trouver? Et donc ça, c'est le challenge suivant, c'est d'aller essayer de voir comment il se fait que malgré un nombre de gènes assez similaires, on a une complexité qui est nettement plus importante chez l'homme que chez Caenorhabditis par exemple. Je vous ai dit que, en fait, si vous avez regardé les chiffres, donc il a fallu plusieurs billions de dollars pour séquencer le premier génome de référence. Et maintenant, on est arrivé ici en avril 2014 à pouvoir séquencer un génome humain pour de l'ordre de 1000 $. Donc on est passé de plusieurs billions, des centaines de billions, jusque maintenant 1000 $. Et tout ça, c'est grâce aux nouvelles technologies. Donc ici, vous voyez les tout derniers types de séquenceurs qui sont vraiment des machines ultra performantes. Et ces machines sont utilisées par des tas de centres de par le monde. Il y a à peu près maintenant 320 génomes qui sont séquencés par semaine. Il y a plus de 18 000 génomes par an et on en est à un coût de l'ordre de 1000 $ par génome avec chaque instrument ici qui coûte à peu près 10 millions. Donc voilà les centres de séquençage de par le monde. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait les plus grands centres de séquençage, ils se trouvent maintenant en Asie et notamment un énorme centre de séquençage qui se trouve à Pékin. Et il y a énormément de gens, de scientifiques, qui envoient leurs ADN à séquencer à ce grand centre de séquençage à Pékin, parce que de par la taille du centre, de par le coût plus faible de la main-d'œuvre, ils séquencent à des prix défiant toute concurrence. Donc le génome humain, on sait maintenant qu'il y a moins de 2% du génome qui correspond à des gènes qui codent pour des protéines. Et la grande question, c'était à quoi servent les 98% restants de l'ADN. La plupart des gens considéraient que c'était de l'ADN poubelle, qui en fait était de l'ADN qui n'était pas nécessaire et que c'est de l'ADN qui était venu s'insérer petit à petit au cours de l'évolution, mais qui n'avait pas de fonction particulière. Et donc, après le séquençage du génome humain, il y a un autre grand projet, le projet ENCODE, qui s'est mis en place pour essayer de décoder cette lecture du génome humain. Donc, c'est la deuxième partie qui permet d'étudier un génome humain, c'est d'aller essayer d'établir une encyclopédie d'éléments fonctionnels. Donc, savoir à partir de la séquence en lettres du génome, qu'est-ce que les différentes régions, qu'est-ce que les différents mots formés par ces lettres, à quoi ça sert et comment est-ce que, à partir de ces éléments fonctionnels, on arrive à déterminer qu'une cellule devient un hépatocyte ou qu'une cellule devient une cellule un kératinocyte, une cellule de peau. Alors donc ce projet, c'est aussi un gros projet collaboratif et donc il s'est mis en place après la complétion du génome humain. C'est aussi un projet public qui a associé différents partenaires. Il a été financé fin 2007 pour une durée de 5 ans et les données et toutes les publications associées à ce gros projet ont été publiées en 2012. Alors comme je vous disais, donc ce projet, voilà son but. Son but, c'est de décrire la liste de tous les ingrédients communs, tous les éléments fonctionnels qui font le génome humain. Et donc tous ces éléments communs, quand ils sont mélangés dans les bonnes proportions, normalement, ils contiennent toute l'information nécessaire pour fabriquer tous les types cellulaires,
tous les types d'organes et, de manière ultime, faire qu'une personne est formée à partir d'un simple génome. Quel type d'éléments fonctionnels est-ce que le projet ENCODE a essayé d'aller caractériser? Je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais donc si vous vous souvenez, voilà le chromosome. Donc le chromosome, en fait, quand on le déroule, on a ce qu'on appelle la chromatine. Et la chromatine, elle est formée de l'ADN qui est enroulé autour de protéines bien particulières qui s'appellent les histones. Et ces histones, elles peuvent contenir toute une série de modifications, de marques particulières, qui sont des marques qui vont évoluer au cours du temps et qui vont déterminer si la chromatine, donc, que vous voyez ici, va adopter une forme qui est plus ou moins relâchée ou plus ou moins serrée. Et donc plus la chromatine est serrée, plus on l'appelle réprimée. Donc l'ADN qui se trouve dans la chromatine fermée, il va être difficilement accessible. Et donc cette chromatine-là, elle est globalement inactive. Ensuite, si les histones ont des modifications particulières qui vont faire que l'ADN entre les histones va être plus relâché, on va avoir de la chromatine dite ouverte, et cette chromatine, cet ADN va être accessible alors pour toute une série de choses. Et cet ADN accessible, on va pouvoir en fait l'identifier parce qu'il va être susceptible à la digestion par des enzymes bien particuliers, et notamment un enzyme qu'on appelle l'ADNase. Et donc cet enzyme particulier, si on prend l'ADN d'un type cellulaire particulier et qu'on le digère avec cette enzyme DNase, en fait on va digérer l'ADN au niveau des portions qui seront des portions déliées de l'ADN, et donc des portions de type active. Ensuite, au niveau de cet ADN, on sait que pour qu'un gène, ici représenté par une petite flèche, soit exprimé, c'est-à-dire pour qu'il y ait de l'ARN messager qui soit transcrit en ARN messager, on sait que en fait, ce gène doit être activé. Et pour activer ce gène, on a une séquence qui se trouve en amont du gène, qu'on appelle la séquence promotrice. Et cette séquence promotrice va pouvoir être reconnue par toute une série de facteurs protéiques, et notamment des facteurs qu'on appelle facteurs de transcription, qui vont aller déterminer si un gène va être oui ou non exprimé, quand et surtout où. Ensuite, en plus de ces éléments régulateurs qui sont proches du gène, on va aussi avoir des éléments régulateurs qui se trouvent à longue distance, donc qui se trouvent loin du gène, mais ces éléments régulateurs vont aussi déterminer, en partenariat avec les éléments qui vont dire si le gène va être exprimé ou pas, ils vont aussi déterminer l'endroit et le moment du développement ou le type cellulaire dans lequel le gène va être exprimé. Et donc c'est tous ces éléments-là, donc ces régions qui contiennent les éléments régulateurs à longue distance, les régions promotrices des gènes et toutes les régions supposées actives du génome parce que sous une forme déliée, qui vont être targetées par le projet ENCODE. Alors au terme du projet ENCODE, en fait, les scientifiques qui ont participé à ce consortium, ils en ont conclu qu'il y avait à peu près 80% du génome qui contient des éléments qui sont liés de près ou de loin à des fonctions biochimiques. Donc, quand vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il n'y avait que 1% du génome qui codait pour des protéines et le reste, beaucoup de personnes pensaient que c'était de l'ADN poubelle. Ici, grâce au projet ENCODE, ils ont pu déterminer qu'une large fraction du génome était, même si elle ne codait pas pour des protéines, était pourtant fonctionnelle. Et donc les éléments particuliers qu'ils ont pu mettre en évidence entre les gènes, ce sont ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire des éléments régulateurs à longue distance, qu'on appelle des enhancers. Je vais vous montrer quelques exemples pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ensuite, ils ont mis en évidence des régions promotrices des gènes, et les régions promotrices, elles peuvent être
relativement proche ou plus ou moins éloigné du gène qui va être transcrit. Et ensuite, ils ont aussi mis en évidence toute une série de régions qui ne codent pas pour des protéines, mais qui donnent naissance à des transcrits qu'on appelle non codants. Et pour le moment, c'est vraiment un thème de recherche extrêmement pointu qui essaye de déterminer le rôle de ces transcrits non codants qui sont produits par vos cellules. Alors voilà de nouveau de manière schématique ce à quoi le projet ENCODE voulait arriver. Donc de nouveau votre chromatine avec votre ADN entouré autour des histones. Vous avez votre gène, en tout cas le site d'initiation de la transcription de votre gène. Et vous avez toute une série d'éléments régulateurs qu'on appelle éléments régulateurs en 6 parce qu'ils se trouvent dans la région proche du gène. Et donc vous avez ici un complexe formé par différents facteurs de transcription et un complexe d'initiation. Vous avez des facteurs de transcription qui sont légèrement plus loin. Vous avez aussi d'autres éléments régulateurs qui peuvent coopérer avec les facteurs de transcription et le complexe d'initiation. Et puis vous avez des facteurs qui peuvent agir à plus longue distance, soit sur le même chromosome dans la même région, soit même sur des chromosomes différents. Alors voilà comment ça se passe schématiquement. Vous pouvez imaginer que vous avez toujours votre gène et vous avez des régions régulatrices qui peuvent se trouver à des millions de paires de bases. Ici, c'est un peu moins, mais ça peut se trouver à des millions de paires de bases et même sur des chromosomes différents. Et donc, vous devez imaginer qu'en fait, votre ADN ou votre partie de chromosome ou même plusieurs chromosomes vont former des grandes boucles qui vont mettre en contact votre gène et son site d'initiation de la transcription avec toute une machinerie complexe qui contient toute une série de protéines qui vont déterminer si votre gène doit être exprimé, quand et comment. Alors ici, vous avez ça se passe chez la souris, donc vous avez un embryon de souris et ici un embryon de drosophile pour un gène donné. Et ici, pour un autre gène, de nouveau, un embryon de souris, un embryon de drosophile. Et ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez ces facteurs de transcription qui vont déterminer, en formant un loop, une grosse boucle avec la région génique, ils vont déterminer que ce gène-là doit être exprimé à un endroit précis de l'embryon, ici au niveau du cerveau et au niveau des bourgeons des membres, ou chez la drosophile à cet endroit-là de l'embryon. Et c'est ce partenariat entre facteurs de transcription particuliers qui va faire que le gène va s'exprimer à ce moment donné-là, à cet endroit-là. Pour un autre gène qui va s'exprimer ici aussi au niveau du cerveau, mais pas du tout au niveau des bourgeons, mais vous avez d'autres facteurs de transcription qui vont venir activer ce gène et d'autres facteurs régulateurs qui vont venir dire que ce gène doit s'exprimer à ce moment précis-là, à cet endroit précis-là. Alors les régions régulatrices constituées par les promoteurs et les éléments régulateurs à plus longue distance, ce sont des régions qui existent dans tous les génomes. Donc ici vous avez l'arbre évolutif des mammifères par exemple, et ici on a dessiné la présence ou l'absence pour un gène donné d'un élément régulateur en orange ou d'une région promotrice particulière en mauve. Et donc vous voyez que presque tous les mammifères contiennent cette séquence promotrice, mais l'élément régulateur à plus longue distance n'est pas présent chez tous. Et vous avez pour certains autres gènes des éléments qui sont présents uniquement chez l'homme et pas chez les autres mammifères. Donc tous ces éléments-là, ils évoluent, et ils évoluent à une vitesse plus ou moins rapide en fonction du type de gène et du type d'élément régulateur que vous avez. Donc les promoteurs, qui sont les séquences qui sont directement en amont des gènes, ils évoluent de manière relativement lente. Par contre, les éléments de régulation à longue distance, ce sont des éléments qui évoluent nettement plus vite. Et donc,
ici, ce que vous pouvez voir, c'est que quand on regarde et qu'on compare l'homme avec toutes les autres espèces de mammifères, on peut voir que chez l'homme, il y a à peu près 16% des promoteurs qui sont présents chez l'ensemble des mammifères. Vous avez à peu près 1% des régions régulatrices qui sont spécifiques du foie, donc qui vont dire à un gène donné, toi tu ne vas t'exprimer que dans le foie. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces éléments régulateurs, ils sont enrichis en séquences qu'on appelle contraintes. Ce sont des séquences qui essayent d'éviter à tout prix les mutations. Donc pour essayer de voir ce qui était en fait dans tous les éléments fonctionnels qui avaient été mis en évidence chez l'homme, ce qui était spécifique à l'homme et ce qui était par contre spécifique des mammifères ou nécessaire à tout organisme pour être produit, il y a un second projet ENCODE qui a été mis en place et ce projet visait à étudier de la même manière les mêmes types d'éléments chez la souris en parallèle à ce qui avait été fait chez l'homme. Et donc en fait, juste pour faire relativement court, il y a seulement une petite fraction des éléments fonctionnels qui sont entièrement conservés entre l'homme et la souris. Donc la souris et l'homme ont la même taille du génome, ils ont le même nombre de gènes à peu près, et en fait ce qui fait la différence principale entre ces deux organismes, c'est qu'il y a toute une série d'éléments régulateurs à plus ou moins longue distance qui ont acquis des propriétés différentes chez la souris et chez l'homme. Donc ici, si vous regardez un même gène chez la souris et chez l'homme, vous avez ici en couleur toutes des petites boîtes, et ces petites boîtes correspondent à des éléments de liaison pour des facteurs de transcription particuliers. Et si vous regardez la succession des éléments, des petites boîtes d'ADN qui correspondent à des facteurs de transcription particuliers, vous voyez que la séquence chez la souris, la séquence de couleur n'est pas la même que chez l'homme, même si elle est partiellement conservée. Donc vous voyez qu'un même gène va être régulé chez la souris et chez l'homme par des facteurs de transcription différents, ce qui va faire que ce gène ne va pas s'exprimer exactement ni au même moment, ni nécessairement dans exactement les mêmes tissus, ni nécessairement au même stade de développement. Et donc ça permet de mettre en évidence le fait que malgré que deux génomes soient extrêmement semblables, on peut avoir des fonctionnements qui vont être relativement divergents. Donc rappelez-vous, on a abordé la partie codante du génome, on a abordé la partie non codante avec les éléments régulateurs. Je vous ai parlé des parties introniques qui contiennent elles aussi des éléments régulateurs qui sont éliminés lors du processing de l'ARN messager. Mais vous avez aussi dans les 3000 millions de paires de bases, vous avez des éléments répétés. Et ces éléments répétés constituent une partie non négligeable du génome. Donc en fait, on s'est rendu compte que ces éléments répétés, ils constituent à peu près 50% du génome. Et ils sont catégorisés en différents types d'éléments répétés. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez des éléments répétés qui sont en tandem, c'est-à-dire que vous avez le même petit élément qui est répété côte à côte. Vous avez des éléments répétés qui se ressemblent au niveau séquence, mais qui sont dispersés dans l'entièreté du génome. Et ce que vous pouvez voir ici, vous pouvez voir les 22 chromosomes, paires de chromosomes humains plus le X et le Y, et vous voyez que chaque chromosome contient une fraction qui correspond à peu près à 50% de l'ensemble de sa séquence, qui correspond à des séquences répétées, et elles sont en proportion relativement semblables d'un chromosome à l'autre, avec toutefois une exception pour le chromosome Y, qui lui est vraiment tout à fait rempli de ces séquences répétées.
Alors, est-ce que ces séquences répétées sont tout à fait inoffensives, inertes, et est-ce qu'elles ne servent à rien? Eh bien non, on sait que ces séquences répétées, elles peuvent notamment sauter d'un endroit à l'autre du génome. Ici, je vous ai mis un petit dessin qui explique de manière schématique comment un bout d'ADN peut sauter d'un endroit à l'autre du génome. Ce n'est pas quelque chose qui est fréquent, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est ultra rare. Et donc vous avez ces différents types d'éléments répétés qui, à un moment donné précis, peuvent bouger dans le génome, et donc il faut imaginer que cet élément répété, en bougeant d'un endroit du génome à un autre endroit, peut aller détruire ou modifier des éléments régulateurs ou même des gènes et influencer l'expression ou même la fonction de ces gènes. Et donc il y a toute une série de maladies notamment qui sont dues à des éléments répétés qui bougent d'un endroit à l'autre du génome. Donc, par exemple, on sait qu'un élément répété qui s'appelle line, il y a à peu près environ 100 copies par génome qui ont toujours la capacité de bouger. Donc ça ne veut pas dire qu'elles vont se mobiliser de manière systématique, mais elles ont la capacité de pouvoir bouger à l'intérieur du génome. Et donc, quand est-ce que ces séquences bougent? Ces séquences, elles bougent principalement au cours de la génération de l'embryon, au niveau de la formation des gamètes. Donc, c'est à ce moment-là qu'elles se mobilisent le plus fréquemment. Il y a quelques événements de transposition qui peuvent se passer tôt dans le développement. Et puis, au niveau du corps, alors au niveau du soma, dans certains types de tumeurs, vous avez aussi des éléments transposables qui peuvent se mobiliser. Je vous ai mis ici un exemple qui est vraiment un exemple très très connu d'un élément répété qui s'est mobilisé. Donc c'est un élément qui, chez la souris, est responsable d'une modification de la couleur de robe, mais il est aussi associé au développement de l'obésité chez la souris. Et donc cet élément répété, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu s'insérer en amont d'un gène qui est un gène qui code pour le développement d'une couleur particulière, et cet élément répété, il a perturbé la régulation de ce gène et donc a modifié le développement de la couleur, mais il a aussi perturbé l'endroit d'expression de ce gène, et à cause de ça, il est responsable du développement de l'obésité chez cette souris particulière. Alors qu'est-ce que vous avez comme autre type de matériel non codant dans votre génome? C'est tout ce qu'on appelle les ARN non codants, qui sont mis dans la catégorie des éléments régulateurs au sens large. Donc je ne pouvais pas passer à côté du fait de vous décrire les micro-ARN, parce que les micro-ARN sont vraiment une classe de molécules qui a été découverte relativement tardivement et qui a révolutionné tout un pan de la manière de penser à la régulation de l'expression d'un gène. Donc ces petits ARN, on les appelle micro parce qu'ils font à peu près entre 20 et 25 bases, donc lettres. Ils ont été découverts dans les années 90 et maintenant on sait que tout corps de mammifère en contient quelques centaines, et ces petits ARN, leur particularité, c'est qu'ils vont en fait réguler les messagers, mais au niveau post-transcriptionnel. Donc rappelez-vous, le dogme génétique, un bout d'ADN qui contient un gène, qui est transcrit en ARN messager, qui va être traduit en protéines. Et en fait, ces petits ARN-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir réprimer, ils vont venir aider à la dégradation des messagers, donc faire en sorte qu'ils ne soient pas traduits, et ils vont aussi venir bloquer partiellement la traduction de ces ARN messagers en protéines. Et donc en fait, ces petits ARN, ils sont codés aussi au niveau du génome par des gènes, mais des gènes qui produisent un ARN non codant. Donc ici vous avez l'ADN, le gène qui code pour un micro-ARN particulier. Donc ce gène va être traduit en ARN, et l'ARN en fait
des petits micro-ARN, il prend une forme particulière en structure tige-boucle. Donc c'est vraiment une structure qui va être spécifique. Cette structure spécifique va être reconnue par une machinerie qui va la processer et au final vous allez obtenir une petite molécule qui fait entre 20 et 25 bases et cette petite molécule, elle va les reconnaître. Ici, vous avez un ARN messager particulier et donc cette petite molécule va aller reconnaître une région particulière du messager ciblé et une fois qu'elle s'est appariée par reconnaissance de séquence, reconnaissance partielle, ce qui va se passer, c'est que cet appariement qui comporte un ensemble de protéines associées va aller bloquer la traduction du messager par la machinerie des ribosomes, ou si la complémentarité est parfaite, elle va induire la dégradation complète de l'ARN messager. Et donc ces petites molécules, elles sont vraiment ultra importantes parce qu'elles permettent une régulation fine du degré d'expression d'un gène, mais après qu'il ait été transcrit. Et elles ont toute une série de répertoires de rôles, notamment elles sont ultra importantes pour la différenciation cellulaire. Donc c'est ces petites molécules qui permettent de déterminer qu'à un moment donné, un tissu ou une cellule qui n'est pas différenciée va entamer sa différenciation. Et dans le répertoire des rôles en augmentation, vous le verrez probablement au cours de la lecture sur le cancer, on voit aussi que ces petites molécules sont importantes à la fois pour provoquer des cancers, mais aussi éventuellement pour les traiter. Alors, ce que le projet ENCODE a mis en évidence également, c'est qu'au sein du génome, il y a à peu près des milliers d'endroits où il y a des longs ARN non codants qui sont exprimés. Ces longs ARN non codants, donc, ils sont transcrits, mais ils sont également processés. Donc, ça veut dire que malgré le fait qu'ils ne codent pas pour des protéines, vous allez avoir des régions qui vont correspondre à des régions qui seront incluses dans le messager et des régions qui seront exclues, donc des introns qui seront épicés. Et le projet ENCODE a aussi mis en évidence le fait que ces ARN messagers non codants, certains sont ultra conservés au cours de l'évolution, malgré le fait qu'ils n'ont pas vraiment de haute homologie de séquences entre les espèces. Donc ils sont présents, ils sont exprimés à la fois chez l'homme, la souris, le poulet, la grenouille. On ne sait pas à quoi ils servent et on ne sait pas pourquoi ils ont été conservés au cours de l'évolution. Pour certains d'entre eux, on a pu montrer qu'ils avaient des rôles ultra importants dans la régulation génique. Donc, ils peuvent intervenir à différents niveaux. Ils peuvent empêcher la transcription, ils peuvent empêcher la traduction, ils peuvent séquestrer des ARN messagers qui devraient être traduits en protéines. Donc, ces ARN non codants, ils sont des milliers, ils sont produits par plein d'endroits du génome et on ne sait toujours pas exactement à quoi la majorité servent. Donc ici, comment est-ce qu'on peut différencier un ARN non codant d'un transcrit qui va coder pour une protéine particulière? On va, à partir du génome, pouvoir déterminer que ces ARN, ils sont produits et ils sont épicés, c'est-à-dire qu'ils ont une série de séquences qui vont être gardées dans l'ARN et les parties introniques vont être éliminées. À partir de ça, vous avez une séquence qui va faire partie de l'ARN mature et il va falloir déterminer si cet ARN mature va pouvoir produire une protéine ou ne produira aucune protéine. Et donc il y a toute une série d'analyses bioinformatiques qui vont pouvoir permettre de reconnaître le potentiel codant ou non d'un ARN particulier et de déterminer s'il va être codant pour une protéine ou pas. Alors quand je vous dis qu'ils ont des rôles régulateurs multiples, je vous ai mis un petit exemple juste pour vous montrer comment la complexité peut augmenter quand on se met à parler des ARN non codants.
Donc ici, j'ai mis que les régulateurs pouvaient être eux-mêmes régulés. Rappelez-vous, je vous ai parlé des petites molécules appelées les micro-ARN, donc des toutes petites séquences qui ont comme rôle d'aller targeter, cibler des messagers particuliers pour faire en sorte que ces messagers soient bloqués pour leur traduction en protéines ou soient dégradés. Et bien, ces petits micro-ARN, en fait, ils peuvent être épongés ou ils peuvent être séquestrés par les longs ARN non codants. Et donc, de cette manière-là, ces longs ARN non codants, ils vont empêcher les petits micro-ARN d'effectuer leur fonction répressive. Et donc, si le long ARN non codant est exprimé dans un tissu déterminé, une cellule déterminée, cette cellule-là va avoir moins de petits micro-ARN pour aller réprimer un gène donné. Et donc, vous allez avoir toute une cascade d'événements successifs qui va faire que ce gène-là, comme il est exprimé à plus haut degré, il va pouvoir former des protéines plus importantes, etc. Ces petits micro-ARN et ces longs ARN non codants, ils peuvent aussi prendre la forme d'ARN circulaires qui sont d'autres ARN non codants particuliers. Et donc vous voyez que une fois qu'on a mis tous les partenaires ensemble, on voit qu'on peut réguler l'expression d'un gène particulier à plein de niveaux différents et que la manière de réguler un gène particulier à ces différents niveaux va assurer la régulation fine de ce gène et va dire où, quand et à quel niveau il va pouvoir être exprimé et à quel niveau il va pouvoir donner une protéine particulière. Alors donc pour conclure, rappelez-vous que 1% du génome code pour des protéines, que ces protéines sont encodées par entre 20 et 25 000 gènes, qu'il y a le même nombre de gènes à peu près chez un homme et chez un ver. Et que en fait, la complexité, elle vient de toutes les régions régulatrices et les régions qui se trouvent entre les gènes. Donc, je vous ai montré qu'il existait de nombreuses classes d'ARN non codants, dont on sait pour certains quelle est leur fonction régulatrice et comment ils agissent, mais pour beaucoup, on ne sait toujours pas exactement la manière dont ces ARN vont avoir leur fonction particulière. Le projet ENCODE a déterminé si on prend l'estimation la plus faible ou l'estimation la plus importante qu'entre 20 et 80% du génome pourrait avoir une fonction. On est donc bien loin des 1% codants. Et ce que j'espère que vous avez compris au terme de cet exposé, c'est que même si on connaît maintenant la séquence complète et que la majorité des éléments régulateurs fonctionnels aient été identifiés, on ne sait toujours pas exactement comment tout fonctionne. Et donc il reste encore énormément de choses à faire pour comprendre pourquoi une cellule particulière va pouvoir à terme donner un corps humain et pas un corps de souris. Et donc juste pour introduire l'exposé suivant que je donnerai, je vous ai parlé aujourd'hui du génome humain en particulier et donc ça explique quelque part le fonctionnement d'un génome humain en général, mais il faut savoir qu'il n'y a pas un génome humain, mais que chaque personne a un génome propre et que entre deux personnes différentes, vous avez des millions de polymorphismes, donc de variations, qui vont permettre de différencier deux génomes. Et donc on sait en plus que ces variations, qui sont des variations d'un individu à l'autre, il y en a une grande partie qui se trouve dans des éléments qui ont été prédits comme des éléments fonctionnels. Et donc on peut tout de suite imaginer qu'une variation qui va aller affecter un élément fonctionnel particulier va induire une variation plus ou moins grande de la région régulatrice dans laquelle il est allé s'introduire et donc va induire toute une cascade d'événements qui vont faire en sorte qu'un individu X n'est pas le même qu'un individu Y.